mais il n'y a rien de nouveau. La vie économique, elle n'existe quasiment plus au Cameroun. On parle de chemin de fer, aucun mètre de rail n'a été posé. L'exploitation en tant que telle n'a pas commencé. On parle de chantier pour certains barrages. On vient de nous annoncer que le barrage de Kikot, le chantier de ce barrage-là sera repoussé pendant 2 ans environ, quelque chose comme ça. Donc on va vraiment ralentir. Prenons simplement une chose, c'est qu'on nous avait promis une émergence en 2035. 2035. 2035, c'est là demain. Et où en sommes-nous du chemin vers cette émergence? Donc ça sera l'émergence en 2050 et puis après en 3000. Le ministre se tromper, ou le ministre dire des sottises. Donc c'est parfaitement son droit de ne pas avoir raison. Il est dans une posture qu'il faut lui reconnaître. Il est chargé de la communication du RDPC. Il y a des partis qui disent qu'eux au pouvoir, ils chasseront tout. Que le Cameroun va mal, que nous sommes en très mauvaise santé et qu'apparemment celles et ceux qui ont la responsabilité de nous diriger vers un meilleur futur sont incapables de remplir valablement leur mission. D'un côté, on constate que la politique n'existe plus et on entend un député se plaindre de ne pas être entendu, d'avoir déposé des projets de loi, des propositions de loi et de ne pas avoir eu la suite qu'il espérait. Surtout un débat, une discussion. Je suppose que les sujets qu'il évoquait dans ces lois étaient particulièrement intéressants pour les Camerounais. On ne le saura pas, ça n'a pas pu prospérer jusqu'à la plénière dans l'hémicycle. On constate que la sécurité n'est pas assurée et que ce que les gendarmes nous demandent, c'est d'être nous-mêmes en sécurité pour qu'eux ensuite viennent devant les caméras être fiers d'avoir arrêté des bandits. Je pensais que ce gendarme allait nous dire que les patrouilles seront multipliées, que dans les rues on pourra se déplacer, même nuitamment en toute sécurité parce que les forces de l'ordre veilleront, parce que l'ordre soit respecté, mais que nenni. Et puis un dernier élément sur la question des églises de réveil. Oui, je ne sais pas ce que cette fédération représente. On ne nous a pas dit, le reporter ne dit pas combien d'églises appartiennent, enfin font partie de cette association. Il ne dit pas donc combien il y a d'églises dites réveillées, dites de réveil au Cameroun, et qu'à ce niveau-là, combien pourrait, si possible, faire en sorte que ce qui est là encore du désordre, une sorte de cacophonie, disparaisse pour laisser la place à ce qui est le plus simple, c'est à la fois l'ordre et le souci du bien collectif. Donc ce sont des informations qui toutes nous renseignent sur nos problèmes, et vu l'ampleur du problème, vu le vaste champ que ces problèmes a réussi à semer, c'est un peu triste et c'est compliqué, je pense, d'espérer un futur souriant. En tout cas, il faut rester positif. Au cœur de l'actualité également, cette semaine, des scandales liés aux affaires de mœurs. On a vu la sortie épistolaire de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille qui essaye de sensibiliser les uns et les autres avec une campagne nationale de protection des enfants qui a été lancée il y a quelque temps déjà et dont elle rappelle l'importance dans le contexte actuel. Pourrait-on dire que la MINPROF, Marie-Thérèse Abenaouda, serait dépassée par l'ampleur des événements? Je ne dirais pas cela, mais je poserai la question de savoir si elle est écoutée par ses propres collègues du gouvernement. Parce que sur certains sujets, les violences faites aux femmes par exemple, je sais que cette dame se bat depuis des années, qu'elle a essayé de faire valoir une possible loi et que jusqu'à présent, cette loi n'est toujours pas présentée aux députés, elle n'est toujours pas discutée, elle n'est toujours pas applicable pour aider les femmes en souffrance dans différentes situations, que ce soit le veuvage, que ce soit la question de l'héritage et bien sûr celle des violences qu'elles subissent, soit dans la famille, de la part souvent de leurs partenaires, soit dans la société, les remarques sexistes, les actes désobligeants que les hommes peuvent avoir vis-à-vis des femmes ou des jeunes femmes, parfois des très jeunes femmes. Donc si le gouvernement ne sait pas travailler de façon unique, je vais dire unique, et faire en sorte que ce qui est essentiel pour notre société soit réglé par une équipe et non pas par un individu ou une personne dans cette équipe qui se bat pour des droits auxquels elle croit, on continuera à être désolé, on continuera à constater qu'il y a des déviances, qu'il y a des choses détestables dans notre communauté, mais on ne pourra faire que ça parce qu'on ne sait pas affronter les questions de société, les questions de mœurs, les questions de relations entre les individus ici au Cameroun. Est-ce qu'on peut catégoriser un peu les conséquences que ces absences prolongées ont sur la conduite de la vie politique nationale? Oui, on peut facilement les catégoriser, d'autant plus qu'en lisant la Constitution, on regarde, on voit la somme des pouvoirs que le président concentre entre ses mains. Il nomme aux emplois civils et militaires. C'est quasiment tous les emplois. Ce n'est pas une catégorie d'emploi, une autre catégorie pouvant être réservée au Premier ministre, par exemple. Donc, il prend un certain nombre de décisions. D'ailleurs, la somme des hautes instructions qui circulent nous montre que beaucoup de choix sont faits en son nom à partir de sa signature. C'est très important. Et puis, évidemment, nos partenaires et amis, qu'ils soient africains ou de plus loin, veulent parler à un président, veulent s'adresser à la personnalité la plus importante du pays, à la fois pour discuter de contrats, pour discuter d'engagement militaire notamment, mais pas seulement, pour s'assurer que ce qui a été promis, ce qui doit être engagé, sera réellement exécuté dans les formes définies par les uns et les autres. Donc l'absence d'un président n'est pas une chose anodine que l'on peut regarder avec un petit sourire en se disant mais la vie continue, il y a toujours la vie économique aussi qui a pris en compte. Joshua aussi parlait de factures qui ne sont pas payées, etc. La liste est longue. La liste est longue, mais il n'y a rien de nouveau. La vie économique, elle n'existe quasiment plus au Cameroun. Prenez le nombre d'annonces, de grands projets qui seront réalisés très bientôt, des grands chantiers. Je prends simplement une chose qui pourrait concerner le président de la République, c'est la route Evolova-Komdo-Kribi, qui devrait bientôt commencer à être en chantier. Un chantier qui a été annoncé il y a plus de 10 ans maintenant. Donc on voit très bien. Le financement.
on l'a trouvé déjà depuis plusieurs années. Donc, regardons toutes ces choses-là. Regardons le temps que l'on met pour faire venir la bauxite de Mini-Martap jusqu'à Kribi. On parle de chemin de fer, aucun mètre de rail n'a été posé. L'exploitation en tant que telle n'a pas commencé. On parle de chantier pour certains barrages. On vient de nous annoncer que le barrage de Kikotte, le chantier de ce barrage-là sera repoussé pendant 2 ans environ, quelque chose comme ça. Donc on va vraiment au ralenti. Mais ce qui m'inquiète, c'est pas qu'on aille tout doucement, c'est que personne finalement ne s'en affole et pense qu'il faudrait quand même se poser la question de la petite accélération nécessaire pour arriver à la fois à faire vivre les Camerounais, parce que ces opérations-là ne sont pas simplement destinées à la poche de quelques entrepreneurs. Elles sont ces opérations nécessaires pour que le Cameroun aille mieux et que les Camerounais dans ce Cameroun aillent beaucoup mieux également. Et puis, prenons simplement une chose, c'est quand vous avez promis une émergence en 2035. 2035. 2035, c'est là demain. Et où en sommes-nous du chemin vers cette émergence? Donc ça sera l'émergence en 2050 et puis après en 3000. Non, c'est dommage parce que je crois réellement qu'on avait les qualités. Je dis on avait parce qu'on les perd. On les perd toutes une à une et qu'aujourd'hui, on sera dans les vieux souvenirs de l'époque où on a joué les quarts de finale de la Coupe du Monde, de l'époque où les Camerounais étaient les meilleurs dans toutes les universités où ils allaient fréquenter, ainsi de suite. On recule et ce recul sera, de mon point de vue, alors vous me direz je suis très pessimiste, difficilement rattrapable. En tout cas, il faudra beaucoup de temps pour effacer le retard que nous sommes en train de prendre. Mais Stéphane, s'il faut analyser les autres pays, on doit comparer par exemple comment est-ce que les autres républiques encadrent les déplacements du président de la République. Est-ce qu'il y a des obligations? Quels sont les modèles sur lesquels le Cameroun devrait prendre exemple selon vous? Il peut prendre des exemples sur tout le monde, y compris sur le Gabon d'à côté, peut-être même la République centrafricaine qui est un quasi-État, ou le Tchad. On a des voisins qui fonctionnent avec une certaine régularité, qui ne permettent pas, alors parfois c'est pour des raisons de sécurité, à leur chef de l'État de s'absenter trop longtemps. On a des présidents qui, quand ils s'absentent en Afrique, c'est pour aller dormir dans le pays d'accueil, dans la résidence qui leur est réservée, donc celle que l'ambassadeur occupe en général. Ils ne louent pas pour cela, ils ne font pas louer pour cela des chambres d'hôtel, des suites, c'est comme ça dans le vocabulaire hôtelier. Donc tout ce qui se passe ailleurs est différent de ce que nous faisons nous. Donc on ne va pas prendre un exemple plus qu'un autre. J'ai souvenir qu'à l'époque de Macky Sall par exemple, quand il rentrait de voyage à l'étranger, 1 heure ou 2 heures après, il convoquait ses ministres pour leur rendre compte de ce qu'il avait obtenu dans les discussions qu'il avait eues avec ses partenaires au cours de son voyage. Donc beaucoup de choses sont différentes et on peut en choisir une, on peut choisir un modèle, une façon de pratiquer et on sera toujours mieux qu'aujourd'hui ce que nous vivons. Parce que non seulement il y a l'absence, alors est-ce qu'elle est si grave que ça vu qu'on s'est habitué à la vacance du pouvoir d'une certaine manière? On a ce qui finalement alimente les discussions, les sujets qui sont alimentés par cette absence et qui alimentent nos préoccupations. Et puis on a aussi malheureusement du fait de l'absence une focalisation de nos intérêts, de nos énergies, de nos cogitations sur seulement le fait que le président ne soit pas là. On ne pense plus à rien d'autre, on ne parle plus de rien d'autre, on est là à scruter le ciel pour voir si son avion va se poser à Antimalène et ce n'est pas vivable. Un pays doit pouvoir fonctionner sans que le président soit forcément là. Après tout, on a des moyens numériques désormais pour communiquer, pour travailler à distance, mais le fait de ne pas les pratiquer, de ne pas utiliser ces outils nous met en grande difficulté. Pourquoi il faudrait que ce soit le président qui vienne pour signer tous les chèques de tous les fournisseurs de l'État ou de tous les entrepreneurs qui ont un contrat avec la République du Cameroun? On pourrait faire autrement et le faire en toute transparence et le faire de façon que l'on peut à la fois auditer, contrôler, vérifier, mais aussi qui permettent d'accélérer certains mouvements. Entre le moment où une chose est décidée, le moment où elle commence à être réalisée et le moment enfin où elle sera payée, il peut s'écouler énormément de temps. Et dans les chiffres que l'on voit passer, sur lesquels on ne s'arrête pas assez, il y a celui de l'endettement intérieur, c'est-à-dire ce que l'État doit à des prestataires camerounais au Cameroun ou à des structures au Cameroun qui auraient bien besoin d'un peu d'argent pour souffler, pour voir leur trésorerie allégée et pour travailler sereinement au bien commun. Alors certains acteurs sont inquiets, des sorties qui font jaser, des critiques sont formulées à l'endroit du régime en place, le régime RDPC, et en face on rejette tout en bloc. Une sortie du ministre Jacques Famendongo, par ailleurs cadre du RDPC, dit, je cite, il n'y a ni vacances, ni somnolence, ni jactance, ni médisance. Selon vous, serait-ce du saupoudrage? Bon, on peut être ministre et se tromper, ou être ministre et dire des sottises. Donc c'est parfaitement son droit de ne pas avoir raison. Il est dans une posture qu'il faut lui reconnaître. Il est chargé de la communication du RDPC. Il a été ministre d'ailleurs de la communication, il me semble, à une époque. En tout cas, il est dans son rôle de dire tout va bien. Ensuite, si vous êtes sous la pluie et que vous voyez l'orage qui ne cesse d'arriver et qui ne veut pas partir, si quelqu'un vous dit il y a un beau soleil, laissez votre parapluie, tout va bien, vous ne serez pas mouillé, on peut mesurer la différence entre ce qui est réel et ce qui est inventé, fantasmé ou suggéré. Non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison de dire cela parce que, nous ne jactons pas. Nous parlons d'un problème qui nous touche et jacter est un
vocable très péjoratif. C'est très moqueur, c'est très ironique, c'est très négatif. Donc, dire que ceux qui commentent l'absence du président ne font que jacter, c'est un peu rabaisser le droit des Camerounais à l'expression, aux commentaires, à l'appréciation d'une situation. La vacance, elle est là. De fait, le président n'est pas étourdi. Si on sort d'ici, étourdi n'est pas loin du studio où nous discutons, et on cherche à le voir, il n'est pas dans son palais. Donc, son siège n'est pas occupé. La fonction, le fait qu'il existe, le fait qu'il soit encore président de la République, on ne le discute pas. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'absence en l'occurrence. Et troisièmement, balayer d'un revers de la main la question de ce que signifie cette absence en termes de rythme, en termes de cadence pour le développement vers l'émergence, c'est un peu, bon, je suis un peu maladroit. Dire qu'il n'y a pas de somnolence, c'est pas vrai. Tout est à l'arrêt. Il y a beaucoup de décisions simplement dans le fonctionnement des départements ministériels, par exemple, qui ne sont pas prises parce que les titulaires n'osent pas engager leur administration sans savoir si leurs choix seront validés plus haut, pas par le Premier ministre qui n'existe pas, mais par la présidence de la République et son président. Donc, de dire que tout va bien et que tout fonctionne à un rythme normal, ce n'est pas vrai non plus. Donc, je regrette que ce genre de sortie, chacun a le droit de s'exprimer, tout le monde peut donner son opinion, évidemment, mais ce ne sont pas des modes d'expression qui nous aident. Ça rassure au moins les populations qui ont besoin d'entendre quelqu'un parler au final, puisqu'il y a le vide. Vous, peut-être, ça vous rassure. Moi, j'aurais préféré qu'on vous invite, Canal 2 à Genève, je crois que c'est là qu'il réside actuellement, et que vous y arriviez à Genève avec vos caméras, vos équipes, et que vous filmiez le président de la République, s'exprimant face caméra, disant aux Camerounaises, Camerounais, me voilà, je vais bien, je me repose, je reviens la semaine prochaine à Yaoundé, rendez-vous pour des discussions sur l'avenir du pays. Ça serait mettre définitivement un terme à toutes les spéculations, à toutes les discussions. Il a signé des décrets cette semaine aussi. Il a nommé un membre du conseil d'administration de la Société nationale des hydrocarbures. Il a procédé également à en tout cas l'encadrement des départs en retraite de certains officiers de l'armée, des décrets effectivement signés de Paul Biya, c'est-à-dire que peut-être le président travaille effectivement depuis Genève. Vous allez à l'église, je suppose, et vous lisez une Bible qui a été écrite par qui? Vous l'avez vu, comment on l'écrivait? Bon, donc très possible de dire que quelqu'un l'a écrit, et dans le choix de ce qui est écrit, de ce qui est lu devant tout le monde, faire un tri. Quand M. Trump est redevenu président des États-Unis il y a 2 ans, il s'est assis à la Maison Blanche. Le président des États-Unis a signé, puisqu'on l'a vu signer. Maintenant, utiliser une signature électronique ou une signature tout court, parce que des documents circulaient il y a quelques jours qui étaient attribués à M. Biya, qui portaient tous des signatures différentes. Donc signer un document, écrire les 10 commandements, rédiger les versets du Coran, c'est une chose. Maintenant, que leur auteur soit exactement celui que l'on définit, que l'on désigne comme l'auteur ou quelqu'un d'autre, c'est un fait dans l'histoire de l'écriture, ça existe. Donc aujourd'hui, ne me dites pas que M. Biya a signé. Il y a sa signature au bas de certains documents. Je n'ai aucun élément, et vous non plus d'ailleurs, pour me dire que c'est lui qui effectivement a signé. D'accord? Donc, cette ambiguïté, ce gap qu'il y a entre le réel et d'autres possibilités, me gêne énormément. Rien que le fait qu'il y ait un doute, qu'il y ait une discussion, m'embarrasse. Je vous lis simplement, j'aurais juste préféré que M. Biya vous invite et vous dise de dire aux Camerounais, je suis en forme, et d'ailleurs enregistrer un message qui sera lu et vu par tout le monde. Donc pourquoi des choses si compliquées? Pourquoi nous raconter une histoire que quelqu'un avait une enveloppe, et dans cette enveloppe il y avait un document qui disait que le nouveau gouvernement serait composé de tel et tel individu? Partout ailleurs, au palais d'Afrique, le Premier ministre ou le secrétaire général de la présidence vient sur les marges du palais en disant voilà le nouveau gouvernement, et il lit le gouvernement, et il n'y a pas de discussion possible. C'est lui le Premier ministre, c'est lui le secrétaire général de la présidence, c'est eux qui ont lu le document. Donc pourquoi cette République, pourquoi vouloir faire exister une République des faux semblants, des paravents, d'un labyrinthe entre le pouvoir et nous les citoyens qui sommes pourtant le peuple souverain? Donc nous élisons quelqu'un qui est notre employé et nous attendons donc de cet employé qui s'emploie à résoudre nos difficultés. Pour vous, cette ligne de défense du régime ne tient pas, et pourtant aussi depuis un certain nombre d'années, on a noté au plan de la science politique un instrument fort d'expression et d'implémentation du pouvoir exécutif qui s'appelle dans notre contexte les hautes instructions. Est-ce que du point de vue de la science politique, ces hautes instructions-là ont un statut juridique? Non, absolument pas. D'ailleurs, il y a effectivement une catégorisation des actes du pouvoir exécutif, que ce soit donc le décret, la loi que le président signe pour son application, après qu'elle ait été votée par la représentation nationale. On a les directives, on a des instructions, effectivement, qui sont normalement des actes à portée relativement réduite, qui sont souvent des consignes données à l'équipe présidentielle quand il s'agit des instructions qui viennent du président de la République, ou des indications qui sont fournies aux ministres pour organiser ou les aider à mieux organiser leur travail. Cela existe. Maintenant, les hautes instructions, ça relève d'un camerounisme
mécanismes que seuls ceux qui sont dans ces choses-là peuvent expliquer. C'est comme l'axe lourd ou l'échangeur simplifié. Ça n'existe dans aucune catégorie ailleurs. Et surtout, avec ce souci, vous parlez de science politique, que dans la science politique telle qu'elle est absolue et surtout dans le droit administratif tel qu'il devrait être pratiqué, tout acte est susceptible d'être attaqué, d'être discuté et contesté par une catégorie. La loi les définit. Ça peut être un nombre de députés qui demandent au Conseil constitutionnel, par exemple, de s'assurer de la constitutionnalité d'une loi. On peut aussi, comme en France par exemple, aller devant le Conseil d'État pour discuter de la validité d'un décret. On peut ainsi s'opposer à une décision, notamment quand elle a été écrite, mais pas seulement. Donc si on a, dans cette nomenclature, décidé qu'on crée cette catégorie que l'on appelle aux instructions, on devrait aussi avoir les voies de recours contre ces instructions-là. Que ce soit une personne qui estime que l'instruction la pénalise dans son activité, que ce soit une personne et d'autres avec un quota pour que la signature de cette contestation soit valide, mais à tout moment, on doit pouvoir discuter. Quand vous êtes, je ne vous le souhaite pas, mais vous allez au tribunal, et il y a une voie de recours, une fois que le jugement est prononcé, qui est l'appel. Et si l'appel ne vous satisfait pas, vous pouvez continuer jusqu'à la Cour suprême, même jusqu'à la Cour africaine. Donc à la Cour communautaire, à Malabo, et jusqu'à la Cour africaine. Donc toute décision de l'exécutif, c'est la règle de la démocratie, est susceptible d'être attaquée par celles et ceux qui font valoir que cette décision soit est inopérante pour leur cas, soit menace leurs intérêts et va donc contre le bon sens qu'elle devrait pourtant soutenir. Aux instructions, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on fait? Avec même d'ailleurs un élément très technique, c'est peut-être pas la science politique, mais quand on entend, enfin quand on lit, quand on nous dit que les hautes instructions autorisent le déblocage de quelle somme d'argent, cette somme n'est jamais en centaines de francs, elle est plutôt en centaines de milliards de francs, avec quelle opération de la part du ministre des Finances on obtient cet argent pour exécuter les hautes instructions? On a un budget qui a été voté, qui a été formalisé, ça s'appelle d'ailleurs loi des finances. Donc quand vient plusieurs mois après une décision, une instruction haute qui dit que tant de milliards devraient être donnés à monsieur un tel ou attribués à telle opération, dans quelle ligne budgétaire on va chercher cet argent? Où trouve-t-on cet argent quand on a déjà du mal à payer les fonctionnaires, à payer les dépenses courantes, à assurer certaines opérations, certains investissements pour le bien public? Ça me pose un problème. Donc, quelque part, on ne devrait pas se satisfaire de l'existence de ce type de documents. On devrait au contraire s'en inquiéter, voire refuser de les appliquer. Justement, dans le landerneau politique camerounais, le fonctionnement de la République et l'exercice du pouvoir exécutif en l'absence du président inquiète les Camerounais. Est-ce que vous, en tant que chercheur, observateur, analyste politique, vous pouvez éclairer la lanterne de ces Camerounais qui se demandent qui fait quoi quand le président n'est pas là? Deux choses déjà. La première, c'est que en démocratie, mais pas seulement, l'élément qui rassure le citoyen, c'est la confiance. La confiance qu'il a en ses institutions et qu'il a vis-à-vis des représentants de ces institutions, que ce soit exécutif, législatif ou judiciaire. Si la confiance s'érode, il y a déjà un problème. Donc, éclairer cela, c'est seulement dire qu'effectivement, on devrait avoir de ces responsables au moins le respect de l'institution qu'ils représentent et le souci d'être rassurant pour les Camerounaises, les Camerounais que nous sommes. Communiquer, par exemple? Communiquer et être présent. Communiquer et exister. Je m'amuse souvent à regarder certains reportages, peut-être les vôtres d'ailleurs, où on voit un monsieur en costard-cravate qui visite un chantier. Des baskets, un jean, un t-shirt suffirait. Ça ne fait pas de lui moins un ministre que celui qui est en costume-cravate, mais on devrait au moins voir des hommes et des femmes à l'œuvre pour leurs citoyens. L'autre élément qui est important, c'est effectivement, vous parlez de communication, c'est de dire la vérité. Alors les hommes politiques, les femmes politiques aussi, les femmes ne sont pas absentes dans ce jeu-là, savent mentir, aiment mentir, doivent mentir. Mais au moins que l'essentiel soit dit et que les éléments, vous parlez de transparence, vous parlez de communication au sens d'ouverture, soient au maximum de ce qu'il est possible de faire sans dévoiler des secrets d'État. Et le troisième élément, c'est la question de la redevabilité. Une chose est de dire que l'on va faire, une autre est de rendre compte pour montrer qu'effectivement on a fait ce que l'on a dit. Donc ça c'est le préalable, les deux éléments plus un du préalable. Maintenant, ce qui se passe pour nous qui recevons les résultats ou qui attendons de recevoir les résultats des actes de l'exécutif, que ce soit la présidence ou le gouvernement, il faudrait effectivement que nous soyons réellement beaucoup plus camerounais. Donc une chose est de se plaindre, de dire que ce gouvernement ne fait pas son travail, qu'on ne comprend pas pourquoi le président de la République n'est pas là, qu'on regrette que le secrétaire général de la présidence de la République agisse par haute instruction. Une autre est de savoir, est-ce que nous avons réellement le souci d'être camerounais et la conscience du Cameroun? Je dis cela parce que souvent des choses se passent à 1000 km de Yaoundé. J'ai travaillé longtemps dans l'extrême nord, Diamaré, Mayokani, Mayosava, etc. Et j'ai toujours des informations sur ce qui se passe là-bas, mais à Yaoundé on n'en parle pas. Le problème du Yaoundéen, c'est ce qui se passe dans son quartier. Et il se passe des choses dans le Nozo, ce qu'on appelle le Nozo, les régions du nord-ouest et du sud-ouest de la République du Cameroun. Il se passe des choses au nord, il se passe des choses tout au bout, à l'est, à la frontière du Congo. Mais quand ça ne touche pas les intérêts du Yaoundéen, il n'a pas ce souci-là. Et de la même manière, peut-être des gens de Kousséri ou d'Inao vivent des choses, et c'est cela qui importe le plus pour eux, ou pour elles, ces personnes, que de savoir ce qui se déroule à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, que sais-je encore. Donc,
les choses devraient exister parce qu'en tant que Camerounais, quel que soit le territoire dans cette République où quelque chose arrive, c'est notre problème, indépendamment que ceux qui sont victimes ou que ceux qui sont responsables appartiennent à une autre ethnie que la nôtre, ressortent d'une autre religion que la nôtre, que sais-je encore, parlent une autre langue que la nôtre. Ça ne devrait pas être ce qui compte pour apprécier ou s'indigner ou mesurer l'importance d'un problème ou la nécessité d'une solution. Et malheureusement, ce qui arrive chez nous, et la décentralisation ne nous a pas aidés, c'est que chacun se préoccupe d'abord de ce qui se passe chez lui. Quand je dis chez lui, c'est une dénomination parfois abusive, parce que vous avez des gens qui sont nés à Yaoundé, qui ont grandi à Yaoundé, et qui ont le souci du village, qui est en fait celui de leurs parents, puisqu'étant nés à Yaoundé, leur village, quelle que soit l'origine des parents, devait être Yaoundé. Et donc là aussi, c'est quelque chose qui avantage nos gouvernants, parce que finalement, ils savent que pour qu'il y ait une indignation, il faudrait que tous les Camerounais aient conscience qu'effectivement, ce n'est pas le transformateur à côté de ma maison qui a explosé, mais je suis solidaire de ce Camerounais qui n'a plus d'électricité depuis une semaine dans sa maison. Mais tant que ce n'est pas votre maison, tant que ce n'est pas votre frère, tant que ce n'est pas un parent ou éventuellement un ami touché par un drame, on va voir ses enfants grandir. Il paraît. D'ailleurs, c'est cela que le RDPC sait mieux faire, c'est être hégémonique. Maintenant, pour quelle politique ? Pour quelle politique en matière de santé? Pour quelle politique en matière d'éducation? Pour quelle politique en matière d'infrastructure? On n'a pas cette indication. Ailleurs, on sait, parfois c'est dramatique, qu'il y a des partis qui disent qu'eux, au pouvoir, ils chasseront tous les étrangers. Je ne souhaite pas du tout cela, surtout pour le Cameroun, évidemment non. Mais le RDPC peut faire quoi du pouvoir qu'il demande aux électeurs? Quel Cameroun il va construire, réformer, transformer, faire évoluer, s'il a effectivement le contrôle de tous les leviers de pouvoir? On ne le sait pas. D'ailleurs, il y a même une première chose qu'on ne sait pas du tout, c'est à quelle date auront lieu ces élections. Il me semble qu'en France, aujourd'hui, on sait déjà quel jour aura lieu l'élection présidentielle en 2027 également. Donc pourquoi se mobiliser? Pourquoi demander aux Camerounaises et aux Camerounais de se rassembler, de se réunir, de faire bloc, si on ne sait pas pour quelle chose ils vont faire tout cela? Si on ne sait pas dans quel objectif, dans quelle destination, à quelle fin tout cela sera réussi. Donc pour moi, c'est une gêne. On aime parler, vous et moi, nous parlons de science politique ou de quelque chose qui s'apparente à de la science, donc à l'analyse politique. Et évidemment, on juge les choses, on évalue les choses, on les critique, on les applaudit, si on sait au départ quels sont les objectifs annoncés et si on est capable, donc, à partir de ce moment-là, de mesurer l'écart entre l'annonce et l'atteinte ou pas de l'objectif. Mais là, on n'a aucun élément, rien n'est chiffré, rien n'est mesurable parce que rien n'est estimé à l'avance. On ne nous dit pas, si vous votez pour nous, si vous vous rassemblez derrière notre bannière, de cette position où nous étions, nous allons progresser jusqu'à une meilleure position qui nous placera devant le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Donc là, c'est enthousiasmant et là, on a envie de le faire. Mais se mobiliser seulement parce qu'on a peur de perdre le pouvoir, et le pouvoir qu'ils détiennent, on le sait, c'est un pouvoir, comment vous dites au quartier du Mangement, c'est peu honorable et ce n'est effectivement pas ce que l'on a tous envie de faire. On veut faire de la politique, on veut être actif au sens politique du terme, on veut être agissant pour que notre Cameroun gagne, je le pense, parce que dans votre reportage, ce qui manque aussi, c'est qu'on n'interroge pas les militants. On voit les caciques, on voit les patrons dans leurs grands fauteuils ou avec leurs grands boubous, mais on ne demande pas aux simples militants pourquoi lui va suivre le mot d'ordre du secrétaire général du parti et pourquoi lui peut-être trouver un autre militant qui dira j'étais engagé avec une grande force, une grande énergie pour que mon parti réussisse, et maintenant, parce qu'il a fait ceci, parce qu'il n'a pas fait cela, je suis un peu plus tempéré, je suis plus en retrait désormais. Là, on a la vérité, entre guillemets, parce que ce qui est vrai, c'est un peu compliqué, mais au moins on touche au plus près de ce qui est la vie politique dans ce pays. Mais faire un compte rendu qui se contente de demander à ceux qui ne diront pas le contraire qu'il faut se rassembler, ça me semble un peu... Parce qu'il y a aussi une discipline du parti et des gens qui sont chargés de parler pour les autres. Oui, mais vous avez dans vos amis des militants, et vous pouvez aller les rencontrer et leur poser des questions. Et il y a des militants qui continuent à l'être malgré les affres qu'ils subissent. Il y a des militants qui ont moins envie de l'être désormais à cause des déceptions qu'ils ont encaissées. Donc c'est comme ça qu'on fait de la politique. Mais si on est sans cesse sur des mots d'ordre, je ne pense pas que vous dites ferme les yeux et traverse la rue qui va au marché des Toudis. Vous allez dire non, qu'est-ce qui me dit que je vais arriver en un seul morceau de l'autre côté de la rue? Donc le doute, la discussion, peut-être même d'ailleurs on peut oser la contestation, ce n'est pas une façon de dire qu'on ne veut pas de vous ou qu'on ne souhaite pas que vous gardiez les positions que vous occupez, c'est de dire faites-le, mais sachant que vous le faites pour nous et que c'est nous, citoyens ordinaires, qui mesurons la réussite de vos promesses. Et si nous ne sommes pas contents, vous faites le marché. Le jour où votre vendeuse préférée vous vend des avocats de mauvaise qualité ou des mangues qui ne sont pas mangeables, vous allez lui dire simplement je change de vendeuse. C'est normal, c'est humain. On veut être satisfait. Si on ne l'est pas, on cherche une autre solution. Donc faire de la politique, c'est pousser les nôtres, ceux de notre camp. Quand on a un camp, en tant qu'observateur, je peux difficilement penser que j'ai un autre camp que celui de la Russie du Cameroun, mais j'admets qu'il y a des gens, vous avez passé le SDF en début d'émission, on a vu le RDPC, on peut faire le tour des partis politiques, chacun vend une offre
politique et chacun s'assure que cette offre est suffisamment bien vendue pour attirer les électeurs et qu'une fois ce mandat obtenu, on satisfait celui qui a voté pour nous en réussissant ce que l'on a promis de faire. C'est tout simple. Mais de demander aux gens sans cesse, il faut croire au président, mais je ne l'ai pas vu, ça fait un moment, la dernière fois c'était le discours du 10 février, mais depuis je ne sais pas ce qu'il est devenu. On dit, croyez quand même qu'il va bien, qu'il est en pleine santé, qu'il joue au golf à Genève et qu'il reviendra demain soir. Ce n'est pas comme ça, on est adulte. 1er janvier 60, on est aujourd'hui en 2026, je pense qu'on a passé l'âge de l'enfance, la puberté et tout le reste. Donc on est capable d'assumer des vérités, de les écouter et de vivre avec ces réalités-là, quitte à trouver une solution ou à changer le paradigme.